Le 6 mars 2026, nous sommes dans la 5e année, au 11e jour depuis le début de l'invasion totale. Je vous souhaite la bienvenue, je vous présente le rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous voyons surtout beaucoup d'informations de fond. Nous voyons également plusieurs attaques contre des cibles importantes en Crimée. Et ce que nous verrons également, c'est l'état d'esprit sur le front. Il n'y a eu presque aucun gain de terrain aujourd'hui, donc je ne les ai pas inclus dans le rapport. Un soldat russe a diffusé une vidéo avertissant contre le volontariat pour la guerre en Ukraine, se plaignant principalement du manque de ravitaillement au front. Nous avons récemment vu une vidéo où un soldat russe devait encore une fois boire dans une flaque d'eau, car la situation de ravitaillement est si mauvaise que les tranchées avancées et les trous de tirailleurs ne sont même plus approvisionnés. Selon ses propres dires, il est coincé dans un bunker avec ses camarades depuis 4 jours sans nourriture ni eau potable. Dans la vidéo, il montre comment ils essaient de survivre. Il montre un sac de neige, disant que c'est leur nourriture. L'eau est aussi très rare. Le soldat explique qu'ils essaient de faire fondre de la neige dans une bouilloire pour obtenir au moins un peu d'eau potable. Ce n'est que parce qu'ils ont trouvé un peu d'huile qu'ils ont réussi à faire un petit feu pour chauffer la neige. Selon le soldat, la vidéo doit surtout servir d'avertissement à ceux qui envisagent de se porter volontaires pour la soi-disant opération spéciale. Hier, nous avons vu que Zelensky a mis en garde contre le blocage continu des paquets d'aide à l'Ukraine, visant ainsi la Hongrie sans la nommer explicitement. Il dit quelque chose dans le genre. Si une certaine personne utilise à nouveau son veto pour bloquer cette aide, alors il donnerait l'adresse de cette personne aux soldats ukrainiens afin qu'ils puissent s'adresser à lui dans leur propre langue. En Hongrie, 2 fourgons blindés transportant de l'argent liquide et des métaux bancaires, notamment de l'or, de l'Autriche vers l'Ukraine, ont alors été arrêtés. Selon la Banque nationale d'Ukraine, 7 employés d'une équipe de transport de fonds accompagnaient la livraison. Ils ont été arrêtés lors de l'opération. La banque a déclaré que le transport faisait partie de l'accord avec la Raiffeisenbank internationale. L'administration fiscale hongroise NAV a confirmé que la mesure avait été prise dans le cadre d'une enquête contre l'Ukraine, fondée sur des soupçons de blanchiment d'argent. Le portail d'information TEDx a rapporté, en se référant à des témoins oculaires, que des agents de l'antiterrorisme hongrois, la TEK, avaient arrêté les véhicules sur une aire d'autoroute. Les forces de l'ordre auraient extrait des hommes des véhicules et les auraient plaqués au sol. Les autorités ont ensuite confirmé l'accompagnement de la TEK et une vidéo de la scène est visible. L'unité s'est considérée comme étant politiquement très proche de Viktor Orban. Selon les informations du fisc hongrois, l'ancien général d'un service de renseignement ukrainien faisait également partie des accompagnateurs de la livraison. Le communiqué indiquait notamment que rien que cette année, 900 millions de dollars américains, 420 millions d'euros et 146 kilos d'or ont déjà transité par la Hongrie vers l'Ukraine. Les autorités n'ont pas expliqué pourquoi ces transferts n'avaient pas été arrêtés jusqu'à présent, ni pourquoi un tel transfert est stoppé précisément maintenant, après cette déclaration. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a réagi vivement et a accusé la Hongrie de retenir en fait les employés de la banque en otage. Sur la plateforme X, il a écrit « Si c'est de cette force dont Viktor Orban parle, alors c'est la force d'une bande criminelle et cela constitue du terrorisme d'État. » Les 2 fourgons blindés se trouvent actuellement dans le centre de Budapest, près d'une agence de sécurité d'État. Selon la banque, il y avait environ 40 millions de dollars, 35 millions d'euros et environ 9 kilos d'or dans les véhicules. L'incident est bien sûr lié aux relations tendues entre la Hongrie et l'Ukraine. Le différend porte sur les livraisons de pétrole russe par l'oléoduc Droujba, traversant en partie l'Ukraine. Après des dégâts sur la conduite dus aux attaques russes, Budapest exige une reprise rapide du transit. Kiev souligne cependant qu'une réparation rapide n'est actuellement pas possible. Dans le cadre du conflit, la Hongrie bloque également un crédit de plusieurs milliards d'euros de l'UE pour l'Ukraine, ce qui a bien sûr encore aggravé les tensions politiques. Même au sein du camp pro-guerre russe, la frustration face à l'état de l'État et de l'armée ne cesse de croître. Dans une publication récente, un blogueur militaire russe critique plusieurs décisions de la direction, allant de la censure d'Internet à la situation sur le front. La critique est particulièrement virulente à l'égard des interdictions et des restrictions imposées par l'État sur Internet. Beaucoup de mesures sont mal réfléchies et ressemblent davantage à une politique morale symbolique qu'à de véritables solutions aux problèmes. Par exemple, plusieurs programmes Internet bloquent des services de messagerie afin de mieux promouvoir le service de messagerie contrôlé par la Russie, Max, qui cependant rebute souvent les utilisateurs et, d'ailleurs, les espionne également. Ce n'est pas seulement lors de l'envoi, mais même en tapant un message, il est déjà transmis automatiquement.
Il cite également comme exemple des pratiques de censure absurdes, où des contenus sont artificiellement édulcorés et où la culture superficielle des réseaux sociaux est encore davantage encouragée. Un autre point porte sur la défense contre les drones ukrainiens dans l'arrière-pays russe. Le blogueur fait valoir que des mesures comme la coupure de l'Internet mobile devraient en réalité être nécessaires. Cependant, il aurait fallu préparer de telles mesures bien plus tôt, lorsque les premiers drones avec des connexions LTE sont apparus. Au lieu de cela, la direction n'a réagi que plus tard. Le résultat, ce sont maintenant des solutions précipitées et parfois chaotiques, comme des coupures d'Internet à grande échelle ou des systèmes de listes blanches compliqués qui perturbent massivement la vie quotidienne de la population. À la fin, l'auteur aborde un sujet assez sensible, la question du personnel dans l'armée russe. Il laisse entendre que l'afflux de nouveaux soldats sous contrat n'est pas illimité. Certes, une situation économique en déclin peut à court terme pousser davantage de personnes vers le service militaire, mais il reste à savoir quelle est la réelle motivation de ces soldats, et que se passera-t-il lorsque cet afflux finira par s'épuiser. Une nouvelle mobilisation, très impopulaire en Russie, pourrait alors s'avérer nécessaire. Les États-Unis et Quartal discutent avec Kiev pour acquérir des systèmes ukrainiens de détection de drones Shahed et du matériel de guerre électronique. C'est ce que rapporte l'agence de presse Reuters. L'accent est mis principalement sur des systèmes de détection acoustique développés en Ukraine. Les capteurs peuvent détecter le bruit caractéristique du moteur d'un drone Shahed et ainsi avertir à temps des attaques imminentes. De tels systèmes jouent un rôle particulièrement important la nuit ou à basse altitude, lorsque les radars classiques ont du mal à détecter les drones. Depuis le début des attaques massives de drones russes, l'Ukraine a mis en place tout un réseau de capteurs acoustiques, de postes d'observation et de brouillage électronique. La combinaison d'une détection précoce et de contre-mesures électroniques est désormais considérée comme l'une des méthodes les plus efficaces et équilibrées pour lutter contre les drones Shahed, relativement simples mais utilisés en grand nombre. Le fait que seuls les États-Unis et certains pays du Moyen-Orient s'intéressent encore à cette technologie montre combien l'Ukraine est récemment devenue un centre majeur d'expérience et d'innovation en lutte anti-drone. Dans la région de Poltava, des images montrent un drone russe Garand 2 volant très bas au-dessus d'immeubles résidentiels de 5 étages. Ces trajectoires ne sont pas dues au hasard. Les Russes progressent aussi. Initialement, ils servaient à protéger les missiles, et missiles de croisière à haute altitude en saturant l'espace aérien et en surchargeant la défense anti-aérienne. Désormais, les Russes ont de plus en plus tendance à utiliser le Garand réellement comme drone kamikaze. Elles sont volontairement pilotées à basse altitude en ville et près des bâtiments pour éviter les radars et limiter le risque d'être abattus. Quand les drones volent près ou au-dessus des toits, ils deviennent partiellement invisibles pour de nombreux systèmes à cause des ombres du terrain. Parallèlement, il est plus difficile pour les défenses aériennes de les contrer sans risquer la population civile. Pour les habitants, cela fait partie du quotidien depuis longtemps. Depuis maintenant 4 ans, de nombreux Ukrainiens vivent exactement avec ce genre de situation. Des drones nocturnes, des vols à basse altitude au-dessus des zones résidentielles et le bruit permanent des moteurs dans le ciel. Des soldats russes du 79e régiment ont publié des images d'un abri complètement inondé, qui sert apparemment de logement et de zone de rassemblement. Dans cette vidéo, on voit l'eau atteindre les chevilles dans le bunker. Malgré ces conditions, des soldats y dorment, se reposent et se préparent à leur mission. L'humidité permanente, le froid et l'eau stagnante rendent le séjour extrêmement éprouvant, et selon le caméraman, on pourrait comparer cela au fait de vivre dans l'un des meilleurs appartements de Londres. C'est pour vous donner une idée de la situation. Lors d'une discussion sur le front, Poutine a demandé à son état-major où en était la communication sur les champs de bataille. Je trouve sa réponse évasive incroyablement bonne. Lisez simplement ce qui est écrit là. Ses réponses étaient très hésitantes. Plusieurs officiers semblaient hésitants, la porte-parole s'exprimait de façon évasive et a finalement dû admettre qu'aucune véritable solution n'avait encore été trouvée pour les problèmes de communication existants. Seulement de belles paroles. Et c'est très remarquable car une communication stable est un élément extrêmement central et fondamental de la guerre moderne. Surtout dans un conflit qui est fortement marqué par des reconnaissances par drone en temps réel, de manière non coordonnée. Si les unités de première ligne perdent leur connexion de données ou ne peuvent communiquer que très peu, la coordination des attaques, du renseignement et du ravitaillement en pâtit aussitôt. Et donner ici une réponse aussi médiocre du genre « Oui, alors on n'a pas vraiment encore clarifié ça, mais tout se passe plutôt bien. C'est vraiment un vrai aveu d'échec. » Cela montre aussi qu'il n'existe pas de meilleure alternative.
Des forces spéciales ukrainiennes du renseignement militaire ont de nouveau attaqué et réussi à détruire plusieurs cibles russes en Crimée occupée. Les autorités ukrainiennes affirment avoir frappé des cibles maritimes, aériennes et des défenses anti-aériennes russes. Parmi les cibles détruites figurait le navire de patrouille Okhotnik, c'est-à-dire un navire du projet 264. Une station radar d'un système de défense anti-aérienne S-400, donc une cible de très grande valeur, car sans radar, le S-400 est inutile. L'installation ainsi que plusieurs drones de reconnaissance, Vorpas des drones de reconnaissance qui, le remorqueur maritime portant le nom de projet 1496 mains, un navire de ravitaillement du projet 1696 M2, un navire de ravitaillement du projet 1696 M2, un navire de ravitaillement 1696 M2-1. Et cela dans un contexte qui reflète la stratégie ukrainienne en Crimée. Depuis des mois, on essaye des 1696 M2, un navire de ravitaillement du projet, un navire de ravitaillement du projet, 1696 M2, 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 ouvre de petites brèches dans le réseau de défense aérienne russe. Cela facilitera l'accès des drones ukrainiens, des missiles ou des opérations spéciales à des cibles en Crimée. En parallèle, les unités russes perdent la capacité de détecter tôt les attaques. L'attaque des radars, de la défense aérienne, des navires et des hélicoptères s'inscrit dans cette stratégie. Ces plateformes servent à la reconnaissance, à la sécurisation côtière, à la lutte contre les drones maritimes et au soutien de la défense aérienne. L'objectif principal est donc clair. L'Ukraine essaie toujours, étape par étape, de saper le contrôle russe de l'espace aérien de la Crimée afin de pouvoir y opérer plus fréquemment et plus en profondeur à l'avenir. Merci à tous les abonnés, membres de la chaîne, l'équipe Algo, au lieutenant-colonel Rennekes et au chef Dietrich Friedrich Mayerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.